Voilà, bonjour, je m'appelle Jérémy Pernès, j'ai actuellement 31 ans, j'ai obtenu un baccalauréat SES et ensuite j'ai obtenu un BTS en comptabilité. Donc mon premier emploi, si je me souviens bien, j'ai travaillé avec mes parents. J'ai travaillé avec mes parents, lorsqu'ils avaient actuellement, ils avaient 3 entreprises en tant que comptable. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans un cabinet d'expertise comptable en tant que comptable pendant 5 mois, 6 mois, voilà. Et disons que ça s'est mal passé et ils espéraient quelqu'un de plus compétent, on va dire. Et moi, même si j'avais de l'expérience en tant que comptable, j'avais pas d'expérience en tant que comptable sur tous les dossiers comptables. Et donc, il pouvait m'arriver de faire des fautes. Et puis voilà, on m'a proposé un licenciement à l'amiable parce que voilà, ils ont jugé que j'étais pas assez compétent. Ensuite, je suis resté à peu près 1 an et demi au chômage parce que je cherchais d'emplois dans le mode en tant que comptable, mais j'arrivais pas vraiment à me vendre. À l'âge de 5 ans, j'ai été diagnostiqué comme hypotonique. L'hypotonique, on m'a dit que je manquais de tonus. À l'âge de 15 ans, j'ai appris qu'en fait, je n'étais pas hypotonique, mais dyspraxique. La dyspraxie, c'est la maladresse dans les gestes. Et à l'âge de 25 ans, j'ai appris que j'étais autiste. Toute ma scolarité, je l'ai fait sans savoir que j'étais autiste. Donc, voilà, c'est vrai que ça pouvait être compliqué pour les entretiens d'embauche, pour se vendre, alors que je savais même pas que j'étais autiste. Tandis que j'avais des maladresses sociales, je pouvais avoir du mal à me vendre, mais je le savais pas parce que personne me l'avait dit, on va dire. Donc, je suis resté 1 an et demi au chômage. Et puis après, j'ai eu une opportunité d'emploi à Belleville-sur-Saône, à l'association Autisme Ambition Avenir. Mais ça, c'était plus un poste administratif, on va dire. Voilà. Je suis resté pas mal de temps là-bas. J'ai travaillé avec eux et puis c'est d'ailleurs là-bas que j'ai appris que j'étais autiste. J'ai passé à l'âge de 25 ans un diagnostic officiel d'autiste. Et après, j'ai rejoint l'entreprise Cégide en 2019 et je travaille au téléphone, je dépanne un logiciel comptable. Voilà, et actuellement, je suis toujours à Cégide au téléphone. Lorsqu'on ne sait pas que l'on est autiste, c'est forcément beaucoup plus compliqué pour les relations sociales. On ne sait pas que on a des difficultés en relations sociales, même si j'aime pas trop ce principe-là de dire que je me considère pas comme nul, juste étant donné que les autistes sont minoritaires, forcément on est moins compris. Étant donné que les neurotypiques sont majoritaires, c'est les neurotypiques qui créent la norme, on va dire. Là, j'ai eu du mal à communiquer avec les autres. Donc c'est vrai que ça peut-être, je dis pas que c'est parce que on est autiste ou pas autiste que ça crée du harcèlement scolaire, mais je dirais que c'est plus compliqué lorsqu'on a un handicap par rapport à la scolarité, parce que forcément on est plus vulnérable et donc ça peut créer de harcèlement scolaire. Ma première AVS, je l'ai eue à partir de la seconde, avec le diagnostic de la dyspraxie. J'ai eu des aides, j'ai eu enfin des aides, j'ai eu un ordinateur, j'ai eu un tiers-temps, et j'ai eu un tiers-temps, un ordinateur, un tiers-temps et une AVS. Voilà, du jour au lendemain, j'ai eu toutes ces aides, alors qu'auparavant, les professeurs m'aidaient, mais disons que ça pouvait être compliqué au niveau, par exemple, de l'écriture. Parce que même moi, j'arrivais pas à relire ce que j'avais écrit. Étant donné que j'avais pas d'AVS, je dirais que j'étais juste, on va dire, le gars bizarre. Voilà, voilà, en tant qu'autiste, je veux dire, même si j'étais pas rempli d'amis, on va dire, j'ai toujours réussi à former un binôme avec un camarade de classe. Il pouvait quand même y avoir des harcèlements scolaires, comme par exemple, étant que j'étais au premier rang, des gens qui s'amusaient à me jeter des bouts de gomme sur la tronche en plein cours, et le professeur qui voit rien, quoi, bien sûr. Et voilà, lorsqu'on se rend compte que c'est quasiment toute la classe qui fait ça,
c'est compliqué. Et puis c'est vrai que pour arrêter, j'avais profité que quelqu'un avait lancé un bout de gomme beaucoup plus gros que les autres, et puis je me suis forcé à pleurer. Et puis la prof a vu que enfin que je pleurais, elle s'est rendue compte que qu'il y avait plein de bouts de gomme sous ma table quoi. Et donc voilà, elle est intervenue, mais c'est vrai que de se rendre compte qu'on a quasiment toute la classe à dos, c'est pas évident à encaisser. Après on rebondit, mais voilà, je dirais que c'est ça le souvenir le plus marquant sans l'AVS. Après l'AVS, je dirais que je suis passé du gars bizarre à l'abruti de service, on va dire. Même moi qui suis dyspraxique, je connais très bien ce mot privilégié. Parce que, ouais, et je veux dire, lorsque j'ai regardé autour de la classe, même si on avait des handicaps très différents les uns des autres, ce mot privilégié, on le connaissait, quoi. Parce que c'est ce que les élèves de classe, nos camarades de classe nous sortent. Ils ne comprennent pas ce que c'est un handicap. Et voilà, on se fait traiter de privilégié, juste parce on a des aides pour nous aider à nous en sortir. Donc, étant donné que j'étais considéré comme privilégié, j'ai aussi eu des remarques, comme par exemple, je ne mérite pas mes notes, c'est mon AVS qui fait tout, c'est mon AVS qui me souffle les réponses pendant les contrôles, et puis, voilà. Je dirais que, ouais, et puis voilà, on m'a surtout traité d'abruti parce qu'en quelque sorte, j'étais dépendant de quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc c'est vrai que pour moi, une AVS, c'est cool, ça m'a permis de réussir, mais ça a créé des nouveaux harcèlements scolaires. Surtout qu'une AVS, pour moi, ça isole en classe. Ça isole parce que lorsqu'on est avec une AVS, on est à côté de l'AVS. Les tables sont à deux. Les tables sont deux, on n'est que deux. Et la personne à côté de toi, c'est l'AVS. Même si c'est pas conseillé de parler en classe, disons qu'on peut créer des liens sociaux avec les autres camarades de classe. On peut s'entraider. Et tout et tout. Tandis que lorsque tu es à côté de l'AVS, voilà, tu suis les cours et tout et tout. Mais t'as plus vraiment de liens sociaux avec les autres. Et je dirais que ça a été beaucoup plus compliqué pour se faire des amis. Parce que l'AVS, c'est en sorte d'une continuité de soi-même. Alors que j'étais en seconde, j'ai eu des camarades de classe qui m'ont sorti, j'ai un camarade de classe qui m'a sorti, j'ai peur de te parler, parce que j'ai peur de devoir aussi parler à ton AVS. C'était tellement ancré que je faisais partie de l'AVS que j'étais plus un, j'étais deux. Et voilà, se dire que les gens ont peur de me parler parce que j'ai une AVS. Voilà, je redis, elle m'a beaucoup aidé, mais elle m'a aussi isolé des autres camarades de classe. Voilà, j'ai pas envie de faire le gars ingrat, mais voilà. Bon, il s'est passé beaucoup de choses avec mes camarades de classe, mais disons qu'à force avec le temps, on arrive à pardonner aux camarades de classe. Mais c'est vrai que lorsque le harcèlement et les humiliations viennent de professeurs, c'est difficile de pardonner, on va dire. Parce que, qu'un adulte, est-ce que c'est vraiment une excuse pour faire ce qu'il fait? Un adulte est censé montrer l'exemple. Et s'il participe lui-même au harcèlement ou aux humiliations, ça devrait pas se faire, quoi. Il y a des professeurs qui sont très cool, qui m'ont beaucoup aidé, mais il y a aussi des professeurs qui, disons, t'ont bien fait comprendre que un élève en situation de handicap, il n'en voulait pas, quoi, on va dire. Ma prof de CP, elle voilà, étant donné que je suis dyspraxique, j'écris mal. Donc voilà, et donc elle m'a giflé, elle m'a traité de gros porc devant toute la classe parce que j'écrivais mal. Voilà. Première réunion entre mes parents et la professeure, c'était la prof de CP. Pour justement, voilà, signaler que je m'étais fait gifler. Donc voilà, bon, après, voilà, faut quand même continuer, voilà, il faut se piquer, et puis on est passé à autre chose.
Ensuite, ben, un professeur de sport, je sais plus si c'était en CM1 ou en CM2. Voilà, j'ai toujours été très nul en sport. Et puis il y avait des élèves bavards. Et puis d'un seul coup, le prof il dit, taisez-vous ou je vous mets avec Jérémy. Je sais pas ce qui est le pire, ce que le prof a dit, ou bien que c'est marché, que les élèves se sont tus. Voilà. Donc bon, on continue, bon, j'ai rien dit, et puis bon, il a sorti qu'une seule fois, et puis j'ai passé l'éponge, on va dire. Après, toujours pareil, je veux dire, à cause de l'écriture, je veux dire, faut bien signaler que j'ai eu mon premier ordinateur à partir de la seconde. Donc, étant donné que j'écrivais auparavant tous les contrôles, et voilà, il y avait une prof d'anglais, il fallait mettre les pronoms a, un, et un rho barré, si en fonction des pronoms. Et puis là, elle me rend la copie, je vois, je me souviens bien, c'était peut-être un 7 sur 20, et, et il y a écrit illisible, 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 illisible. On passe à la correction, et je vois que j'ai les bonnes réponses, à côté des illisibles. Donc, c'est vrai que, voilà, de se retrouver avec un 7 sur 20 alors qu'on sait qu'on a les bonnes réponses, c'est compliqué. Et là, encore une fois, ben voilà, intervention de mes parents, pour voilà, aller voir la professeure pour lui dire que non, bah non, ma copie vaut pas 7, et que non, voilà, et que faut trouver une solution pour la noter à sa juste valeur, quoi. Bon, et puis suite à cette réunion, ben voilà, on n'a plus de gain de cause, voilà, je suis passé peut-être de 7 sur 20 à 12 ou 13 sur 20, quoi. Voilà. Et puis après, voilà, en fin de cours, la prof, si en cas de doute, je lui disais ce que j'avais écrit à la fin des cours. Donc, voilà, comme ça, il n'y avait plus de problème de notation. Peut-être prof de maths en troisième aussi, ouais. Ce qu'il a fait, ouais. Parce que je pourrais peut-être le signaler, ouais. Prof de maths en troisième. Euh, j'ai toujours eu du mal, voilà, par rapport aux travaux manuels, et donc ce service de rapporteur, ça a toujours été compliqué pour moi. Sûrement parce que j'arrive pas à me repérer dans l'espace, sûrement à cause de ma dyspraxie. Le prof de maths, de ce coup, il voit que je ne sais pas me servir de rapporteur, et il dit devant toute la classe, devant tous mes camarades de classe, eh ben, tu diras à ta prof particulière que tu sais pas te servir d'un rapporteur. D'accord, bon. Je l'avais pas signalé aux autres élèves que j'avais une prof particulière. Ben là, ils ont tous été au courant. Et puis voilà. D'ailleurs, avec ce même prof de maths, il a demandé mon redoublement en classe de troisième, alors que j'avais eu le brevet. Et nous a fait aussi des sales coups, comme par exemple, je devais étant donné que voilà, j'étais à cause de, grâce à, je sais pas s'il faut dire grâce ou à cause. Disons que, ouais, je vais dire grâce à mon handicap, voilà, étant donné que par rapport à sa juste valeur, j'étais pas noté en art plastique. Parce que bon, voilà, j'ai toujours été nul en art plastique. Et le prof de maths, en dernier trimestre, a réussi à convaincre la prof d'art plastique de me noter en art plastique, de me mettre une note pour justement pouvoir demander le redoublement. J'ai quand même obtenu mon brevet, et puis suite à ça, on a fait appel pour pas que je puisse passer en seconde sans avoir refaire une troisième, voilà, alors que j'avais le niveau pour passer en seconde, quoi. On a gagné l'appel, et puis je suis passé en seconde, et puis voilà, après j'ai obtenu mon baccalauréat sans jamais redoubler, quoi. On se bat contre les profs, et à la fois on se bat pour prouver aux profs qu'on n'est pas un abruti. C'est à la fois une malédiction et une motivation, on va dire. J'arrive plus à me rappeler de mon lycée. Je n'arrive plus à me rappeler de mes profs de mon lycée, quoi. Je pense que mon lycée, dans l'ensemble, je pense que ça s'est bien passé. Peut-être juste en BTS qu'un prof m'a sorti, voilà, étant donné que j'avais un ordinateur portable, voilà, et donc forcément, de temps en temps, je devais le brancher pour pouvoir, pour pas qu'il se vide. Et là, d'un seul coup, il sort, comment il sort déjà?
Ah oui, c'était un prof d'économie, bien sûr. Et il nous sort, tu utilises l'électricité, paye avec nos impôts. Voilà, là, là. Bon, ça, en plus, j'avais déjà eu de ce genre de remarques par rapport à des élèves, mais lorsque ça vient d'un professeur, c'est compliqué. Voilà, donc bon, encore convocation avec les parents. Et puis bon, et c'est qui paraît, ils pensaient pas mal. À qui paraît, c'était juste une blague. Non, bon, et voilà, ils sont aussi piqués, et puis, enfin voilà, et puis bon. On est passé à autre chose, comme d'hab. La VS, je pense qu'il y en a des bonnes, mais peut-être que moi, je suis pas tombé sur la bonne, on va dire. J'ai eu une AVS qui, au lieu de m'aider, m'a parfois mis des freins. Par rapport à mon AVS, j'ai eu par exemple, comment dire, des fois, je demandais des photocopies, et mon AVS m'a sorti, tu n'es pas mon employeur. Voilà, voilà. Donc c'est vrai que lors d'entendre ça, alors que voilà, je lui demande quelque chose, alors que moi, pour ma part, j'ai pas accès à la photocopieuse, contrairement à elle, c'est compliqué. Au niveau du baccalauréat, j'étais, voilà, bon, c'était le bac blanc, donc forcément, c'était un document, un truc important, même si c'était, voilà, parce que ça nous entraînait au bac. Et lors du bac blanc, elle m'a sorti, bon, dépêche-toi Jérémy, parce que moi j'aimerais pas terminer trop tard. Voilà. Non, bon, c'est vrai que d'entendre ceci, ça a été compliqué. Et puis bon, c'est vrai qu'on a surtout peur qu'elle nous refasse le coup lors du baccalauréat. Et donc c'est vrai que mes parents étaient là voir pour lui dire, c'est vrai que lorsqu'on est sur le baccalauréat, on a besoin de se concentrer, quoi. Et puis voilà, et donc elle a dit que non, mais non, à ce qui paraît, c'était juste pour m'aider. C'était parce que elle trouvait que j'étais trop lent et il faut pas que, enfin bon, elle a trouvé une excuse. Et puis voilà, donc le baccalauréat s'est bien passé. Voilà, j'ai pas eu ce genre de réflexion, car ça s'est passé au niveau du BTS. Voilà, lorsque j'avais eu des remarques par rapport au prof d'économie, j'avais essayé de chercher du soutien par rapport à un AVS, et, et c'est vrai que elle pensait pareil que lui. Elle pensait que j'avais pas utilisé l'électricité parce que ça utilisait ses impôts. Voilà. Donc c'est vrai que d'entendre ça, même de la bouche de mon AVS, ça a été compliqué. Et puis ensuite, voilà, je sais plus comment ça s'est passé, mais bon, c'est parti en clash avec elle. Et elle m'a sorti que je piquais la place d'un enfant qui avait plus besoin d'une AVS que moi. Voilà, d'entendre ça, ça fait mal, très mal, puisque bon, c'est toujours pareil, on se sent illégitime, et puis surtout que à cette époque, j'avais déjà des camarades de classe qui m'accusaient de simuler mon handicap. Je passais pour un simulateur, parce que, parce que c'était pas visible. Et donc, voilà, je méritais pas une AVS, je méritais pas un ordinateur, et je méritais pas le tiers-temps. Donc, c'est vrai que lorsque j'entends ça de mon AVS, on se demande, c'est vrai, comment elles sont sensibilisées au handicap, quoi. Alors qu'elle a assisté, je sais qu'elle a assisté à des réunions sur le handicap, et on dirait qu'elle ne savait même pas ce que c'était la dyspraxie. Lorsqu'on s'est fait accuser de simuler son handicap, on a un sentiment d'illégitimité, on va dire. Lorsque j'ai commencé ma recherche d'emploi, je voulais pas monter mon dossier RQTH. Je voulais pas monter mon dossier RQTH parce que j'avais encore cette phrase en tête, tu piques la place de quelqu'un d'autre. Et donc, et en plus, surtout que le symbole du handicap, c'est quelqu'un en fauteuil roulant. Donc, voilà, tandis que moi j'étais dyspraxique, est-ce que je méritais d'avoir la RQTH? Je savais pas trop. Donc voilà, donc ma mère m'a dit, oui, il faut quand même faire le dossier RQTH.
Et puis de toute façon, c'est pas toi qui décides si tu l'as ou pas. Et donc voilà, j'ai monté mon dossier RQTH et je l'ai obtenu. Mais voilà, c'est vrai que toujours, j'ai eu beaucoup de mal à sortir ce dossier RQTH, à parler de ceci lors des entretiens d'embauche. Voilà, parler de la reconnaissance, voilà les aides et que ça peut apporter, parce que j'avais toujours l'impression d'être illégitime. Lorsqu'on est, disons, victime de harcèlement, voilà, scolaire, on a tendance à, disons, développer un côté paranoïa. Donc des fois, on peut avoir du mal à avoir confiance aux autres, et on peut avoir du mal, on va dire, à voir qui est gentil et qui est méchant. Alors, surtout lorsque moi, disons que je savais pas différencier un vrai sourire d'un faux sourire. Et donc voilà, il y avait des personnes qui faisaient des grands sourires devant moi et qui voilà, dans mon dos, que j'ai appris par d'autres camarades de classe, se moquaient ouvertement de moi, quoi. Et donc lorsqu'on apprend ce genre d'histoire, c'est vrai qu'on développe un petit côté paranoïa, et des fois c'est vrai que même si on croise quelqu'un qui ricane, on peut avoir l'impression que la personne se moque de nous, alors qu'en fait c'est juste des personnes qui ricanent entre eux. Voilà, il y a toujours des traces du harcèlement scolaire, on va dire. Même si on n'y pense pas, mais des fois, de temps en temps, ça remonte. Par rapport à l'autisme, voilà, on considère ça que c'est comme... voilà, je vais parler de quelque chose, peut-être par rapport au diagnostic aussi, que j'ai pas dit. Lorsque j'ai été diagnostiqué, même si j'ai été diagnostiqué à 25 ans, il y avait, disons, ma mère qui avait fait des recherches sur l'autisme et qui, disons, avait pensé que peut-être que, étant donné que, voilà, c'était en même temps que j'allais rejoindre l'association Autisme Ambition Avenir, elle avait fait des recherches et elle s'est dit que peut-être que moi aussi je serais autiste. Et lorsque j'ai vu la définition de l'autisme, que j'ai vu que par exemple trouble de la communication, intérêt restreint, c'est vrai que ces mots-là, ça me plaisait pas du tout, parce que voilà, comment dire, j'avais l'impression qu'on me rajoutait quelque chose, et que, comment dire, c'est comme si on me mettait une barre, comme elle me disait, tiens, toi t'es nul en relations sociales, et tu pourras jamais progresser. Voilà, cette étiquette-là, ça me plaisait pas du tout de l'avoir. De dire quelqu'un, voilà, que je suis nul en relations sociales, même si, même si c'est vrai que j'ai des défauts sur, par exemple, que voilà, que si par exemple, comme, si quelqu'un me dit ça va, je peux oublier de dire et toi. Ça peut pas aller, certaines personnes vont considérer que je suis impoli, alors que c'est pas le but. Et surtout que les personnes ont tendance à garder les choses pour elles, et voilà, et accumuler les choses, quoi. Et donc ça peut, voilà, on peut se mettre des personnes à dos sans le vouloir. Et surtout qu'on sait même pas ce qu'on a fait de mal. Enfin bon, voilà. Et donc, lorsqu'on m'a parlé que j'étais peut-être autiste, j'ai refusé d'entendre parler de ceci. Et quand même, je veux dire, intérêt restreint, c'était trop réductif. Ça m'a pas du tout plu ceci. Donc voilà, voilà, on peut avoir des passions, mais de dire qu'on s'intéresse à rien, ça m'a pas plu comme définition. Et voilà, et aussi que, voilà, le plafond, comme si on avait un plafond et qu'on pourrait jamais le dépasser. Voilà, donc après j'ai rejoint une association sur l'autisme. J'ai vu que la définition sur l'autisme, c'était pas forcément ce que les sites internet en disent. Et puis voilà, j'ai changé d'avis. Et donc après, j'ai accepté de faire le test, et puis voilà, après j'ai appris que j'étais autiste. Lorsque j'ai rejoint l'association Autisme Ambition Avenir, et que j'ai ensuite eu le diagnostic de l'autisme, j'ai fait plusieurs discours, bon, enfin, un discours avant le diagnostic,
et des discours après le diagnostic. Pour parler, j'ai fait plusieurs discours pour parler de l'autisme et donc parler de mon passé scolaire, de mon harcèlement et tout et tout. Lorsque donc ça m'a fait, c'est vrai que le fait de parler de tout ceci, ça m'a fait remonter des souvenirs. Et il y a certaines nuits où j'arrivais pas à dormir parce que parce qu'il y avait d'autres questions qui revenaient sans cesse en boucle. Pourquoi je n'ai rien fait? Pourquoi je n'ai rien dit? Voilà, comme si j'avais comme si j'avais laissé les harceleurs faire et que moi je n'avais rien fait. Et puis un jour, je me suis réveillé et je me suis rendu compte que j'avais un souvenir que j'avais effacé de ma mémoire parce que en quelque sorte c'était une humiliation, mais en même temps cette humiliation m'a guéri avec mon passé. Lorsque j'étais au lycée, j'avais des camarades de classe qui, j'avais par exemple un camarade de classe qui, disons, sortait une blague sur moi, voilà, pour se moquer de moi. Et dans le fond, il y avait camarades de classe qui ricanaient. Voilà, donc là, à un moment, c'est vrai que lorsqu'il y avait chaque fois ça, que j'allais en cours, des ricanements, et quelqu'un qui se moque de moi, c'est compliqué, je redoutais même d'aller en cours. J'ai essayé à chaque fois de trouver des méthodes, attendre que le prof arrive, attendre, mais voilà, c'était plus vivable. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé voir la CPE, j'ai expliqué la situation. J'ai pas donné de nom, j'ai juste expliqué la situation, que j'en avais marre que ma classe se moque de moi. Et puis là, ma prof de CPE m'a sorti, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On va quand même pas punir toute la classe. Voilà, d'entendre ça, ça m'a fait mal, parce que c'est comme si elle donnait raison à mes harceleurs. Donc c'est vrai qu'il a fallu que je me batte pour qu'elle intervienne, que je lui explique que non, c'est pas vivable, que non, je veux pas qu'elle se contente de ça et qu'elle fasse rien. Ce qu'ils ont trouvé comme méthode, ils ont fait venir un surveillant dans la classe et le surveillant il a dit bon, il y a quelqu'un qui s'est plaint de harcèlement, faut que ça cesse. Bon, il n'y avait pas besoin d'être sorcier pour savoir que la personne c'était moi, même s'ils n'avaient pas donné le nom. Non, bon, j'ai eu des camarades de classe qui sont venus me voir. Ils sont venus presque quasiment un par un, mais non, moi j'ai rien fait, t'as pas signé pour mon nom. Je leur ai expliqué que non, j'avais pas cité de nom, j'étais juste plaint en général. Donc voilà. C'est vrai que, bon, voilà, ça a aidé. Il faut se mettre dans l'état d'esprit. Je sais pas si peut-être que les méthodes ont changé, mais peut-être qu'il faut se mettre dans l'état d'esprit que si on parle en même temps, il faut être prêt à affronter ces harceleurs, on va dire. Peut-être que dans d'autres classes, dans d'autres établissements, ça peut bien se passer. Je sais qu'il y a des méthodes qui existent, qui sont très bien, mais dans d'autres, ils font peut-être le système de faire venir un surveillant pour dire, bah tiens, faut que ça cesse, quoi. Ou alors aller directement voir les harceleurs et leur dire, bah non, vous faites pas ça. Et sans rien faire, sans virer l'élève, voilà. Donc voilà, mais c'est vrai que pour moi c'est important de le signaler parce que si on ne le signale pas, si on le garde pour soi, un jour ou l'autre on va le regretter. Un jour ou l'autre le passé va être tellement pesant qu'on va plus le supporter. C'est parce que j'ai témoigné, parce que j'ai parlé du harcèlement scolaire, que je peux vivre avec mon passé. Mais si j'avais pas témoigné, ça aurait été compliqué. Ouais. Donc voilà, faut trouver la bonne personne. Je sais pas qui est la bonne personne.